si je disais pas que j'étais malade, on pouvait pas savoir. La grosseur que j'ai sentie sous les selles, j'avais zéro symptôme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais pas pleurer pendant 10 ans. T'avais pas envie que la maladie te définisse ? Je me suis dit, je peux pas être la nana qui a eu un cancer du sein. J'avais quand même une vie relativement saine, je mangeais bien. T'as pas ressenti une injustice ? Ce qui sauve quand on est malade, c'est son entourage. Je sentais plus mon corps. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à courir assez vite et il y a la réalité qui nous rattrape. Et grosse dépression de plein fouet où je voyais plus le but de la vie. Tu t'es fait une boîte à outils, quoi. En fait, il y a des gestes que vous pouvez mettre en place au quotidien, mais il faut que vous soyez au courant. Ouais. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour vous les donner. Et là, on arrive, on dit alors donnez-moi des plantes. Mais t'es là, mais en fait, les plantes, il fallait les prendre. avant. Pas des astuces, pas de baguette magique. D'accord. Des conseils. Il n'y a qu'en France que la naturopathie n'est pas réglementée et elle a même été retirée de Doctolib. Il faut se rappeler que la naturopathie, c'est une médecine qui est complémentaire. Ça n'enlève pas la médecine allopathique. Pour moi, c'est vraiment les deux qui marchent ensemble, main dans la main. Et je crois fermement qu'aujourd'hui, on peut vraiment booster les deux en même temps sans se dire c'est l'un ou l'autre. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Différemment avec moi, donc Zoé No Gluten sur les réseaux. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour Zoé, merci de m'avoir conviée à ce podcast. Je suis trop contente que tu sois là. Alors Cynthia, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, partage toutes sortes d'astuces d'un peu naturelles pour aller bien et prendre soin de soi sur les réseaux. Mais au-delà de tout ça, moi c'est l'histoire de Cynthia qui m'a vraiment touchée, on peut dire. Parce qu'en fait, elle a eu un cancer du sein à l'âge de 30 ans. C'est ça. Et elle a réussi à rendre cette expérience qui est franchement pas ouf, non, pas assez négative. Je recommande pas 0 sur 10. Mais en quelque chose de vraiment positif finalement, parce que tu as su l'utiliser et tu as su rebondir. Et moi, c'est ça que je trouve magnifique, c'est de pouvoir prendre une expérience qu'on vit et la rendre finalement à son avantage, la rendre positive, si on peut dire. Trouver du positif dans chaque chose. Ouais, c'était plutôt trouver du positif et voir comment ça peut marcher pour soi, on va dire. C'est ça. Ouais. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir parler de tout ça. Donc parler un peu du parcours et puis parler aussi peut-être de 2-3 astuces faciles. Moi, je dis pas astuces, je dis conseils et recommandations. Ok. C'est pas des astuces qui a rien de magique, mais c'est des conseils et des recommandations du quotidien. Ok, je comprends. C'est vrai qu'il y a un petit. Il y a une petite différence où je trouve, parce que quand on dit astuces, et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, il y a toujours l'attente que ça va marcher tout de suite, qu'on a essayé plein de trucs avant et que ça va être le truc miracle, mais la pilule miracle n'existe pas. Moi, c'est vraiment, je veux que les gens se rendent compte et conscientisent leurs gestes du quotidien. Donc, je dis que c'est plus des conseils, des recommandations. Ok, j'aime bien. Ouais, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai que de toute manière, n'importe ce qu'on va essayer de mettre en place, n'importe quelle habitude va prendre du temps à mettre en place. Il n'y a rien qui vient du jour au lendemain et qui fonctionne. Exactement. Et je pense que sur les réseaux, aujourd'hui, on est on est arrivé dans un truc dans un monde où c'est tout de suite maintenant. Je veux que ça marche tout de suite. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai une communauté de personnes qui ont aussi été malades, un peu comme moi, c'est comme ça que j'ai construit ma communauté, ou qui cherchent à ne pas tomber malade, mais du coup qui veulent un résultat tout de suite maintenant. Et j'essaie de les éduquer à leur dire, en fait, non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment quelque chose qui se fait au quotidien. Ça prend pas 15 jours, ça prend pas 21 jours. C'est vraiment beaucoup plus long que ça et c'est vraiment une hygiène de vie, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une addition de plein de petites choses et on peut pas dire c'est ça qui a fait que. Exactement. C'est vraiment tout ensemble. C'est tout ensemble. Sur la durée. Exactement. Donc, pas des astuces, pas de baguette magique, d'accord. des conseils. Désolée, je n'utiliserai plus ce mot. Ok. Alors, Cynthia, est-ce qu'on peut commencer du début, entre guillemets, enfin, le début, non, mais c'était qui la Cynthia avant d'être malade, vs c'est qui la Cynthia de maintenant, et est-ce qu'elle serait copine? Alors oui, je pense qu'elle serait copine. C'est une très bonne question, tu vois, on m'a jamais posé cette question, mais c'est une bonne question. En fait, la Cynthia d'avant, c'est une Cynthia qui travaillait dans la mode, qui travaillait dans les médias. Donc j'ai travaillé, j'ai fait mes études en Angleterre. Ok. Comme moi. Comme toi, ok. Voilà. Tu les as fait où, toi? Moi, j'ai étudié 3 ans à UCL en bachelier, et après j'ai fait un master à Oxford 1 an. Ok. Non, alors moi j'ai fait 2 ans à Paris, à Rambouillet d'ailleurs, à l'UT de Rambouillet. Après j'ai fait ma 3e année à Southampton, dans le sud, et mon master aussi à Southampton. Trop sympa. Voilà. Et après j'ai commencé à travailler à Londres et j'ai commencé à travailler dans les cosmétiques d'abord, donc marketing cosmétique. Je suis rentrée en France, j'ai travaillé dans la mode, donc je travaillais chez Diesel et au Galeries Lafayette où je m'occupais de tous les événements, des partenariats. Et après ça, je suis partie en Hollande et j'ai travaillé chez Netflix et je m'occupais de tous les événements, toutes les sorties de films, de séries, les red carpets et tout ça. Donc une vie qui était très très glamour,
qui est Encore plus que celle d'Instagram finalement. Beaucoup plus que celle d'Instagram, parce que j'ai rencontré plein de stars. J'ai rencontré le prince Charles, le roi Charles maintenant, prince William. J'ai rencontré, je sais même pas, Will Smith, Drake. J'ai dîné avec plein de stars. Donc c'était vraiment ma vie avant. En fait, j'étais tout le temps dehors. J'avais un rythme, j'étais dans les avions tous les 2 jours. Je sortais tout le temps. Je buvais aussi de l'alcool. Je prenais déjà soin de moi. J'étais déjà passionnée par tout ce qui était naturel, mais dans une moindre mesure, parce que tout ne rentrait pas dans mon rythme de vie que j'avais à cette époque-là. J'ai commencé à boire de l'alcool assez tard. J'ai commencé à 23 ans. Mais quand j'ai commencé fort. Ouais. J'ai rattrapé. Mais en même temps, quand tu vas dans ces soirées, dans ces trucs, t'as pas vraiment le choix. Exactement. T'as le choix. Non, t'as toujours le choix. T'as toujours le choix. Et moi, c'est vrai que j'ai conscientisé. Je savais que je voulais pas boire d'alcool, mais j'ai commencé en Angleterre, donc dans ma 3e année dans mon master. Et voilà, tu sais comment c'est. Les Anglais, les pubs des Anglais, c'est sacré. Exactement. Donc c'est ce qui m'a fait socialement un peu rentrer dedans. Et puis après, avec le fait d'être dans l'événementiel le soir, machin, c'est vrai que voilà, ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Et voilà, c'était vraiment une fast life, comme on dit. Et puis voilà, et après, il y a eu le Covid. Covid se faisant, plus du tout d'événements. Donc j'arrête et tout ça. Et en fait, je décide, pendant le Covid, c'est là où je me dis, en fait, c'est maintenant ou jamais de me reformer, de me former en tout cas à ce que j'ai vraiment envie de faire. Et moi, ça a toujours été la naturopathie. Je savais que j'allais faire de la naturopathie un jour. Alors, je pensais que ça allait être quand j'allais être à la retraite et que je suis quelqu'un qui est quand même assez actif. Donc, je savais que j'allais sûrement m'ennuyer dans cette phase-là de ma vie. Donc, je m'étais dit, c'est pas grave, je le garde pour plus tard. Parce qu'en plus, pour moi, c'était plus quelque chose qui était où je ne pouvais pas forcément gagner ma vie avec. Donc pour moi, c'est dans l'ordre. Je suis aussi très pragmatique dans ma vie. Donc j'aurais déjà été très confortable financièrement pour pouvoir vivre d'une passion plus tard. Voilà, donc dans ma tête, ça se faisait ça. Et après aussi, je viens d'une famille monoparentale. Ma mère qui a élevé 4 enfants toute seule, pour elle, c'est pas un métier. Vraiment, culturellement, ça n'existe pas, de la naturopathie. Donc voilà, c'était pas quelque chose qui était auquel j'étais vraiment... je me disais, je vais faire ma carrière de ça. Et en fait, pendant le Covid, je me suis dit, tu sais quoi, il n'y a plus du tout... possibilité de faire d'événements et tout ça. J'ai toujours eu envie j'habitais en Hollande à ce moment-là, financièrement je pouvais me permettre de faire cette formation et du coup j'ai fait une formation à distance avec une école canadienne. Donc j'ai fait une double formation, ce que j'ai voulu faire en français et en anglais, parce que je savais pas si j'allais rentrer en France ou pas et j'ai toujours préféré parler anglais, donc je me suis dit allez, on va faire la double formation. Mais qu'est-ce que ça change? C'est juste les termes qui sont un peu différents. C'est juste les termes qui sont différents et c'est juste parce que je pensais que j'allais, si j'allais peut-être habiter genre au Canada, parce que je me voyais habiter peut-être à Toronto ou peut-être rester en Hollande, je me disais j'allais avoir une clientèle au moins anglophone, je pouvais aider aussi les deux types de clientèle et petit à petit il y avait beaucoup de gens qui étaient sur TikTok. Moi je regardais beaucoup de TikTok américains et il y a plein de gens qui parlaient de médical, mais d'une façon vraiment différente en fait de ce qui pouvait être fait en France. Et en même temps, comme je finissais les études de naturo, j'ai beaucoup de personnes qui commençaient à me consulter. Et j'ai beaucoup d'amis pendant le Covid qui m'ont donné leur contact pour contacter des amis qui avaient des cancers du sein. Et pendant le Covid, c'était peut-être 8-9 personnes comme ça. Mais attends, t'avais pas encore eu de cancer du sein ou t'avais J'avais déjà eu. Oui, c'est vrai que j'ai sauté cette étape, pardon, mais j'ai eu le cancer du sein. Qui est pas fun, je comprends. Oui, qui est pas fun, mais j'ai été diagnostiquée, c'était quand j'étais au Galeries Lafayette, donc c'était en septembre 2016. Donc je suis tombée malade. Moi, j'ai fait un truc, et c'est vrai que ça fait partie quand même de mon parcours, et je l'oublie, mais ça fait partie de mon parcours. Je suis tombée malade, je me suis mis tout de suite en arrêt maladie, j'ai fait ma chirurgie, parce que j'ai eu de la chirurgie. Donc j'ai eu une mastectomie complète du sein droit, avec reconstruction immédiate, avec une prothèse, et je me suis mise en arrêt maladie 3 mois. Et après les 3 mois, je suis revenue directement travailler, et en janvier 2017, j'ai recommencé à travailler, et en même temps, j'ai commencé les chimiothérapies. Et du coup, j'ai tout fait en même temps, ce que je ne recommande pas du tout, avec le recul, mais j'ai tout fait en même temps. T'en avais besoin à l'époque ? J'en avais besoin parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif. Vraiment, j'étais quelqu'un, je le suis un peu, mais toujours, mais dans une moindre mesure. Mais j'étais quand même quelqu'un, voilà, je vivais pour les événements, j'adorais ce que je faisais, créer des événements et tout. Et j'avais envie, en fait, de travailler. J'avais envie de me dire que j'étais toujours utile, que même si j'étais malade, j'étais toujours bonne dans ce que je faisais. T'avais pas envie que la maladie te définisse. Exactement. Et du coup, j'ai continué à aller travailler et un jour j'avais un peu trop tiré sur la corde quand même et le lendemain d'un event où j'avais une chimio le samedi et le lendemain j'étais partie à un événement de 6h à 22h
Et le lundi, ça n'a pas raté. Évanoui, Ah vomissement, ouais. enfin voilà, du coup je me suis arrêtée pendant une semaine et après en fait en revenant j'avais plus du tout la même envie qu'avant où je me suis dit il faut vraiment que je finisse mes traitements et du coup après là je me suis mise en arrêt maladie jusqu'en septembre 2017. Malheureusement, la maladie, c'est pas quelque chose qui est très bien vu dans le milieu du travail. Donc, quand je suis revenue de ce deuxième arrêt maladie, mon employeur m'a très vite fait comprendre que j'étais plus la bienvenue. Mais non. Ce qui est complètement illégal. Et j'en parle dans mon premier livre d'ailleurs, et ça arrive à beaucoup de personnes, encore plus quand on est une femme. Et j'ai très vite compris que j'avais plus ma place, ma promotion qui avait été confirmée avant que je tombe malade m'est passée sous le nez. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui se passaient. J'avais pas envie de me battre plus que ça et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé l'opportunité chez Netflix et du coup je suis partie chez Netflix mais je me suis pas arrêtée en fait, j'ai continué en fait à me dire non, moi j'aime bien mon travail, j'ai envie de continuer à faire ça. Mmh. Je veux juste le faire pour une société pour laquelle j'ai vraiment envie de travailler. Et c'est là que je me suis dit, je prends mes affaires et je vais en Hollande. Et c'est là où je suis partie. J'ai vraiment recommencé à travailler à fond, donc dans les avions, dans les machins, dans les trucs. Et c'est quand il y a eu le Covid que j'ai vraiment, vraiment dû m'arrêter parce que il y avait plus de possibilité de voyager, de faire des événements, de partir et de s'évader, d'arrêter de penser à ses problèmes en étant à Bali. Ça n'existait plus, il n'y avait plus rien du tout. Et là, dépression qui avait déjà un peu commencé avant le Covid, où je ressentais, je pense, le contre-coup des dernières années et tout ça. C'est ça, tu as été finalement confrontée en fait, à ta réalité Ouais. que tu as peut-être mis sur le côté pendant Exactement. Ça a été complètement ça et c'est la réalité de beaucoup de personnes qui sont un peu comme moi, un peu typées, toujours en train de faire quelque chose, d'aller de l'avant, de dire non mais ça va, de trouver un projet et tout ça. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à courir assez vite et il y a la réalité qui nous rattrape et moi ça a complètement été ça. Et grosse dépression qui est d'ailleurs, alors 20% des personnes qui ont eu un diagnostic de cancer du sein sont diagnostiquées aussi de dépression ou de stress post-traumatique. J'ai aussi été diagnostiquée de stress post-traumatique dans les 2 à 5 ans après leur maladie. Donc c'est ce qui m'est arrivé et vraiment c'est arrivé de plein fouet où vraiment c'est-à-dire que je pouvais même pas savoir ce que j'allais faire dans l'heure d'après. En fait, je voyais que noir en fait. Il y avait plus rien. Il y avait vraiment plus rien. Et puis quand le Covid vraiment est arrivé, donc tu es enfermé chez toi, 24 heures, il y avait vraiment plus rien. Et heureusement que en Hollande, ils ont un système, on va dire, de santé mentale qui est quand même beaucoup plus avancé. Je pense que c'est les pays nordiques en général. Dans quel sens que la France, en fait, dans le sens où vraiment tu as un soutien qui se fait différemment. La façon ici, si tu es malade, tu dois déjà aller chercher ton thérapeute. C'est-à-dire que tu dois raconter ton histoire, tu n'as pas forcément envie. Tu as, je pense, 90% de chances de tomber sur une personne qui ne te correspond pas, donc tu dois encore aller chercher quelqu'un d'autre et re-raconter peut-être 3, 4, 5 fois avant vraiment de trouver la bonne personne. Sauf qu'en Hollande, ils le font différemment puisque tu peux aller dans n'importe quel cabinet où tu te sens bien. Tu vas trouver, ton assurance va te rembourser parce que c'est pris en charge à 100% en plus. Et tu as plusieurs psychothérapeutes qui sont autour de la table. Tu racontes ton histoire qu'une seule fois à une personne. Eux se concertent. Ils vont te rappeler, tu as un questionnaire d'environ 500 personnes, donc 500 questions, donc c'est assez dense, qui te renvoie. Et au bout de 3 semaines, en fait, tu as un retour d'une personne qui va être ta thérapeute où ils vont déjà poser le diagnostic avant même d'avoir commencé à te traiter. Donc avant de rentrer en traitement, tu sais que tu es, dans mon cas, j'étais dépressive, anxieuse avec un stress post-traumatique et des tendances suicidaires. Bon. Magnifique. Voilà. Franchement, c'est fun. Voilà. T'es contente d'ouvrir la porte du cabinet quand tu sais tout ça sur toi. Exactement. T'es là, tu te dis, ok, ils ont cadré un petit peu mon problème. Mais pour toi, c'était peut-être bien ça, vu que t'es quand même une personne qui a besoin de... C'est exact. Pour moi, c'est ce dont j'avais besoin parce qu'il faut un résumé. Exactement, j'ai besoin de deadline, j'ai besoin de comprendre comment ça va se passer. Ouais. Et en fait, ils font un résumé. Donc déjà, tu lis toi ce que tu as dit de toi et de ton expérience de vie. Donc c'est assez confrontant dans ta réalité. Et ensuite, tu lis le diagnostic qu'ils ont fait par rapport à ça. Et tu lis, ils te posent quels sont vos objectifs. Tu lis tes objectifs et tu lis ce qu'ils ont à peu près mis en place, même si rien n'est figé, pour toi. Et moi, ça m'a donné la confiance de me dire peut-être qu'ils peuvent m'aider. Mais vraiment, c'était parce que j'étais en couple et mon copain m'a dit si, j'avoue, je voyais plus rien du tout. C'était soit ça, soit concrètement, je me jette sous un train. Donc, on va quand même essayer. Et, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Non, franchement, je le remercierai, même si on n'est plus ensemble aujourd'hui, mais je le remercierai vraiment beaucoup, toujours, toute ma vie, parce que si c'était pas pour lui, je sais que je serais pas du tout là aujourd'hui devant toi. Et du coup, c'est vraiment ce système-là qui m'a permis de me dire la thérapie m'aide, alors qu'en France, j'avais un petit peu
essayé de faire de la thérapie quand j'étais en traitement, mais en fait, le truc de parler, la personne, elle te regarde, tu sais pas si elle comprend ce que tu es en train de lui dire, tu sais, tu es là, tu donnes ton chèque et tout ça, ça marchait pas Non. pour moi. Donc ce système-là, il a bien marché Et pour moi. parce que la thérapie là-bas, ok, donc je veux bien, le début de la thérapie est différente. Après, au moment où tu rentres dans le cabinet, c'est pas pareil qu'en France. C'est pas tu parles et la personne elle prend des notes et puis elle dit rien. Et puis... Alors moi, là où ma thérapeute, encore je vais parler pour moi parce que c'est différent bien sûr, chaque expérience est différente. Mais là où ma thérapeute, elle a été très intelligente, et c'est tous des docteurs en psychothérapie déjà là-bas, donc il y a la différence psychologue, psychothérapeute, c'est vraiment des docteurs. Et là où elle a été très intelligente, je pense qu'elle a compris mon profil et qu'elle s'est d'abord présentée, qu'elle m'a raconté toute sa vie. C'est-à-dire, la première séance, c'était elle qui parlait, qui m'a raconté toute sa vie. Et je pense qu'elle a su que j'étais quelqu'un qui avait besoin de connaître qui était en face de moi et que j'avais besoin d'avoir confiance en la personne avant de me confier. Et le fait qu'elle ait fait ça, ça m'a donné énormément confiance et j'ai eu envie de lui parler. Du coup, ça a débloqué. Donc, encore une fois, c'est un truc mental. Mais je pense qu'en France, c'est pas forcément un temps que les gens ont. C'est une approche qui est complètement différente. Et moi, la leur, elle a marché pour moi. Ouais, en France, on fait vachement la différence entre pro, perso et le médecin, ça va être mal vu s'il commence à me raconter ses vacances en fait. Alors que moi, elle m'a vraiment raconté toute sa vie. Elle était polyglotte, elle parlait français, espagnol, hollandais, anglais, vraiment plein de langues. Et elle m'a vraiment raconté sa vie. Elle m'a raconté des anecdotes de quand elle habitait en France. Elle m'a raconté ses études et tout ça. Et je sais pas, ça m'a donné vraiment... J'ai compris qu'elle m'avait compris, en gros. Et du coup, ça m'a aidé. Mais comme quoi, chacun est différent parce que y a une autre personne qui aurait pu être saoulée d'avoir perdu son temps, d'aller 1 heure pour que quelqu'un lui raconte sa vie, alors que c'est elle qui va mal et pas la... Exactement. Mais d'où le fait d'avoir l'importance d'avoir eu le questionnaire, d'avoir eu les entretiens en amont, parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. Donc, c'est vraiment un système qui est complètement différent. C'est hyper intéressant, j'avais jamais entendu. Ouais, et moi personnellement ça m'a complètement aidé et ça m'a donné confiance de vraiment faire les études de naturo et de parler de me lancer sur les réseaux sociaux dans mes sessions de thérapie, quoi, parce que j'étais pas du tout sur les réseaux, même personnellement, avant de commencer les réseaux, tu vois, je savais même pas faire une story. Donc, Et ça a duré longtemps, tu t'en es sorti grâce à ça en combien de temps Ouais, alors moi c'est vrai que je suis quand même très, très pragmatique, tu vois, j'ai des tables, je faisais des petits exercices et tout. Pour moi, je pense que mon problème, c'est qu'au bout d'un moment, je voyais plus le but de la vie. Je comprenais pas forcément, j'avais perdu en tout cas un sens à ma vie et je pense que tu vois, il y avait le Covid, plus d'événements, plus possible de voyager, donc ça m'avait vraiment enlevé tous les trucs sur lesquels je me reposais. Donc c'était vraiment comment pour moi je peux retrouver un sens à ma vie, et ça a été fait par la compréhension que j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'avoir une liberté qui avait été un peu enlevée, mais pour tout le monde. Mais comment trouver une liberté même quand on est physiquement pas là. Et je pense qu'en 6 mois, le déblocage, il s'est vraiment fait. Et comme après, je suis quelqu'un d'action, et en actionnant, ça m'a vraiment permis de m'en sortir assez rapidement, même si je pense qu'on est toujours un peu... je sais que j'ai toujours des épisodes un peu dépressifs, mais je connais aujourd'hui les clés que je peux actionner pour... tu t'es fait une boîte à outils, quoi, entre guillemets. Trucs que tu sais que si jamais tu te sens pas hyper bien, il y a ça et ça qui fonctionne pour moi. Voilà ce que je vais faire pour... voilà ce que je vais mettre en place maintenant pour aller mieux. Essayer d'aller mieux et pas me laisser sombrer, quoi. Okay. Donc je pense vraiment... Je crois que j'ai fait 1 an et 2 mois, peut-être 1 an et demi en tout. Et après, je suis rentrée en France, donc je pouvais plus avoir le système hollandais et tout ça, et j'ai arrêté et j'en ai plus besoin de toute façon. Donc, Et tu penses que ces questionnements-là, ils sont venus donc à cause du Covid, mais à cause du cancer aussi? Le toi d'avant avait des autres buts, avait des autres questionnements, tu vois, est-ce que tu te serais posé les mêmes questions? Alors, on me pose souvent la question, si j'avais eu le cancer, est-ce que je ferais ce que je fais aujourd'hui, tout ce qui est très légitime. Moi, je pense que c'est vraiment le Covid qui a été mon rappel à l'ordre. Parce que j'ai été malade et puis je suis retombée tout de suite dans les travers du travail et tout ça. Mais vraiment, le fait que le Covid me fasse m'arrêter et me fasse me questionner. C'est même, parce que je pense même que la maladie t'a pas fait voilà, t'arrêter, en fait. Ça. Je pense que la maladie, c'était le truc où j'aurais dû me réveiller et me dire arrête-toi, machin. Mais en fait, non, j'ai pas eu ce truc-là. Il a fallu physiquement qu'on bloque les avions, que les gens tombent malades. Enfin, c'était pas pour moi. Mais où là, je me suis vraiment rendu compte que
ok, là, je me suis arrêtée et là, tout est retombé sur moi. Mais j'avais toujours eu, avant la maladie, l'envie d'aller vers les choses naturelles et je faisais déjà mes savons, mes crèmes. Enfin, il y a déjà plein de petits trucs que je faisais. Mais c'est vraiment le Covid pour moi qui a été le déclencheur de tout. Mais tu faisais ça comme hobby, de nouveau, parce que... Ouais. Depuis que tu es petite, parce que c'est dans ton éducation à la maison. Parce que par exemple, chez moi, ça n'a jamais été le cas. Enfin, on n'a jamais fait nos savons à la maison, donc c'est pas un truc que j'ai vu. Nous, c'est dans mon éducation à travers ma mère. Donc, je te dis, ma mère, elle était mère célibataire, 4 enfants à 28 ans, de moins de 6 ans. Je te laisse imaginer les dégâts. Et on est d'origine camerounaise et ma mère, elle a toujours eu... et t'as vécu au Cameroun ? J'ai pas vécu au Cameroun. On est tous nés à Versailles et j'ai une mère qui a toujours été vraiment passionnée par la nature, les plantes et tout ça, mais qui a aussi, quand elle est arrivée en France, elle a vraiment pris la culture française à bras le corps, mais elle a réussi à mélanger les deux assez efficacement. Et aussi dans la culture camerounaise et dans beaucoup de cultures africaines de toute façon, on a aussi ce qu'on appelle un système de tontine, donc c'est un système de communauté où quand tu es souvent mère célibataire, t'as pas de mari, t'arrives dans un nouveau pays, t'as pas forcément de qui que ce soit de système de garderie ou quoi aux caisses. Et en fait, t'as ce système de communautaire qui s'appelle les tontines, où t'es souvent avec des tatas et des tontons qui sont là pour essayer d'économiser, parce que c'est aussi un système financier, économiser entre eux de l'argent, mais aussi ça veut dire que tu te retrouves dans une communauté de personnes avec tes tatas et tes tontons qui partagent, que ce soit des recettes, parce qu'on est là pour manger, des activités, parce qu'on est là avec tous les autres enfants. Et on a vraiment cette chose-là, en fait, où on vient de villages d'à côté, mais on va partager, en fait. On va partager nos connaissances. Et c'est cette chose-là, en fait, qui a fait que à peu près tout le monde, j'ai envie de dire, dans ma famille aujourd'hui, que ce soit mes frères, mes sœurs, tous mes cousins, on a cette affinité avec la nature, avec la communauté, ou ce que je dis qui est la communauté, qui est pour moi un des piliers les plus importants dans le bien-être, de revenir, de s'ancrer en fait aux choses vraies de la vie, quoi. Et quand tu dis tontine, tonton, enfin tata, c'est pas par le sang, c'est non, des gens, c'est ça, c'est tes voisins, c'est des gens qui font partie de la communauté. Exactement. Donc c'est pas des vrais cousins, c'est juste des enfants avec qui tu es. Mais les tontines en général, tu les fais avec des gens qui viennent de ton pays. Et alors si vous avez de la chance de vous connaître des mêmes villages et que vous habitez dans la même ville aussi quand vous arrivez en France, ça va être des gens aussi de ton village du Cameroun, par exemple. C'est un peu plus rare, mais en général, c'est les gens qui viennent de ton pays et vous vous retrouvez. Et par exemple, la tontine de ma mère, voilà, dans plusieurs, mais la plus importante dans laquelle elle est, c'est les femmes des Yvelines, ça s'appelle. Donc c'est une tontine où tu as ses copines qui sont arrivées du Cameroun, qui sont arrivées dans les Yvelines. Et c'est toutes ses copines avec qui elle était au lycée. Elles sont toutes emménagées parce que ma mère, c'était la première. Elle est arrivée dans les Yvelines. Et quand tu arrives d'un autre pays, tu sais pas où aller, tu vas te demander elle est où Christine ? Christine, elle est dans les Yvelines. Moi, je vais emménager dans les Yvelines. Il y en a une troisième, une quatrième, une cinquième. On construit notre tontine, les femmes des Yvelines. Et elle a écrit cette tontine, c'était en 81. Et là, on est en 2025 et la tontine existe toujours. Et c'est toujours les mêmes femmes. Voilà. Et on a tous grandi ensemble. C'est trop beau. Ouais. Franchement, ça me donne des frissons, quoi. C'est trop beau. Ouais, et c'est un vrai bon système. Et on est tous, on dit cousins, mais on n'est pas cousins. Non, mais voilà, c'est pour ça que je voulais mettre ça au clair, quoi. Ouais. Et t'es encore en contact, toi, avec les enfants avec qui t'as grandi. C'est encore tes amis. Oui, toujours. C'est ça, tout le monde. Oui, complètement. Et puis on est pratiquement aussi tous dans les Yvelines. Enfin, moi, je suis dans le 91 maintenant, mais tous dans les Yvelines à côté. Enfin, on s'entraide. Enfin, voilà, on a gardé vraiment ce système. Et là, je crois qu'on est dans les petits enfants. Maintenant, moi, j'ai pas d'enfants, mais il y en a beaucoup qui ont des enfants, donc elles ont leurs petits enfants. Et il y en a même qui commencent à avoir des petits enfants, donc arrière-petits-enfants. Incroyable. Ouais. Et quand tu décides donc de te former à la naturopathie pendant le Covid, et puis après petit à petit t'as des clients, t'as des patients aussi, qu'est-ce qu'elles disent tous ces gens de la communauté ? Parce que tu m'as dit au début que pour toi la naturopathie de toute manière c'était pas un métier, selon ta maman, parce qu'on gagne pas bien sa vie avec. Comment est-ce qu'ils réagissent tous ces gens de ta communauté ? Ils acceptent, ils comprennent. En fait, au début, comme j'étais en Hollande, personne ne savait franchement que je m'étais... À part ma mère, personne ne savait que je m'étais reformée. Donc moi, je faisais vraiment un peu les trucs en secret, mais en tout cas sans vraiment le dire. Et après, ce qui s'est passé, ma mère, elle a eu un problème de thyroïde. Pendant le Covid aussi.
Et le docteur voulait l'opérer de la thyroïde et voulait lui enlever la thyroïde. Moi, j'ai dit: «Non, non, non, on va tout reprendre dès le début, donne-moi ton dossier, on va regarder ensemble, on va reprendre ensemble ton hygiène de vie, ce que tu peux changer et tout ça». Donc pendant le covid, je lui donnais des cours de yoga sur chaise, voilà, j'ai changé son hygiène de vie. Je vais regarder, j'ai vraiment lu pendant longtemps tout ce qui était, autour de la thyroïde. J'ai vraiment changé son hygiène de vie. Alors ma mère, c'est une bonne patiente, donc elle a bien suivi et tous les trucs et au bout de 3 mois, 4 mois, tous ces nodules sont partis, on n'a plus besoin de l'opérer de la thyroïde. Incroyable. Et donc le mot est passé dans la communauté et là, tout de suite les tatas, les tontons, ils se sont dit: «Ah oui, moi aussi j'ai ce problème, machin, est-ce que tu peux, m'aider? Est-ce que tu peux revoir et tout?» Alors tout le monde n'est pas bon patient malheureusement comme ma Ouais. mère. Voilà, c'est ça, c'était un des gros problèmes que j'avais aussi, auquel je me suis confrontée très vite à la naturo et c'est pour ça que je suis allée sur les réseaux. Tout le monde n'est pas bon patient, mais en tout cas, tout le monde a senti très vite que j'étais vraiment passionnée, que ça marchait et tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment: «Ah, j'ai un truc». Des fois, je reçois des Mmh. messages, je dis: «Ah oui, tata, attends, je te réponds, ça, je vais revenir vers toi». Mais tout le monde aujourd'hui, bon, après, je suis sur les réseaux, donc ça aide, mais Ouais. tout le monde a confiance dans ce que je Et tu fais, as quoi. encore des patients aujourd'hui? Non, j'ai Non. plus du tout de patience. J'ai arrêté très vite, au bout de 6 mois sur les réseaux, j'ai dû arrêter. OK. Mmh. Parce que tu savais pas combiner les 2, que c'était pas Non. possible, c'était C'était pas ingérable. possible. C'était pas possible et moi, je suis vraiment enfin, quand je fais les consultations, donc je vais faire une anamnèse, donc c'est vraiment toute le bilan, de la personne, qui êtes-vous, jusqu'à quelle est la couleur de votre caca et combien de fois par jour, tu vois? Ça va durer 1 heure et demie, 2 heures et alors il y en a beaucoup qui le font par téléphone ou tu peux le faire en face à face, mais moi je le filmais aussi et après je le re-regardais parce qu'en fait, en le filmant, souvent les gens, ils ont des micro-expressions, tu Mmh. vois, qui disent C'est pas hyper forcément la intéressant ça, vérité et ouais. tout ça et donc je prenais vraiment beaucoup de temps et après j'écrivais un bilan qui était hyper long et je leur donnais pas que parce qu'il y a beaucoup de naturaux aujourd'hui qui donnent beaucoup que des compléments Ouais. alimentaires, que des choses comme ça. Mais moi je leur faisais vraiment, le truc avec les livres à lire, les vidéos YouTube à regarder, je leur faisais des séquences de yoga, enfin je leur faisais vraiment la complète et le plus souvent, j'ai envie de dire, allez 7 fois sur 10, les Regarde. gens ne font pas. Ouais. Les gens ne font pas et c'est très frustrant et le temps que ça prend versus, l'outcome de, bah, ouais, j'ai fait le truc et j'ai un résultat, c'était trop peu en fait et quand je vois que sur les réseaux, en 6 mois, j'arrive à faire des vidéos qui vont impacter un certain nombre de gens et alors ils le font ou pas, ça les regarde, mais au moins je sais que moi j'ai passé mon message et après les gens ils font ce qu'ils veulent, quoi. Mmh. Ouais. Et c'est comme ça que tu t'es dit que tu voulais faire les réseaux? Ouais, alors je me suis dit que je voulais faire les réseaux parce que j'avais déjà cette frustration qui commençait un petit peu avec les gens là qui font pas et aussi parce que comme je te disais tout à l'heure, j'avais des personnes qui me contactaient par rapport à leur cancer du sein et je me Oui. retrouvais toujours à dire les mêmes choses et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, non seulement je dis les mêmes choses et en plus c'est des questions que moi j'avais quand je suis tombée malade». Donc comment je peux faire, pour passer ce message plus large? En sachant que moi, je suis pas contre les courses Odyssea, tout ce qui est fait, tous les événements qui sont faits pour la recherche contre le cancer du sein, c'est très bien. Mais pour moi, ça répond pas aux questions qu'on peut avoir quand on est diagnostiqué ou ça ne répond pas à la question de comment on fait pour s'autopalper. En fait, ok, on peut aller courir, mais en fait, tu sais toujours pas à quoi Ouais. ressemble un cancer du Bah sein, non, tu sais pas à quoi doit ressembler ta poitrine et en fait, j'étais un peu frustrée de cette zone d'ombre en fait qui était pas encore, auquel on répondait pas encore et je me suis dit: «Si je vais sur les réseaux, je veux vraiment être efficace, je veux vulgariser, je veux que les gens ils comprennent en fait, c'est quoi un cancer du sein?» Et j'ai ma 1re vidéo parce qu'au début, j'étais sur TikTok et ma première vidéo qui avait bien marché, c'était comment s'autopalper ouais. et après comment s'habiller quand on n'a qu'un sein et comment annoncer à son date qu'on n'a qu'un sein. Voilà, donc tout de suite, tu es dans le Mais c'est des vraies pratico-pratique. questions, bah oui. C'est des vraies questions qu'on n'ose peut-être pas poser et si on n'est pas malade, on se dit même pas qu'il y a ce monde qui Ouais, existe bah pour oui. certaines personnes, encore moins pour des meufs qui ont 31 ans, qui sont dans la fast life de Paris, qui ont pas d'enfants, qui sont célibataires et Ah, qui se c'est disent: fou, hein. «Putain, je suis diagnostiquée et là, ils vont m'enlever un sein ou les 2. Qu'est-ce que je vais faire, quoi?» Et c'est assez Mmh. triste, c'est assez dramatique et mais il y a une vie, il y a des choses à faire et c'est ça que j'avais envie vraiment de mettre en place. Du coup, j'ai vraiment commencé par le cancer du sein. C'était vraiment Mmh. mon combat, c'était le cancer du sein, c'était la vulgarisation du cancer du sein, c'était donner des conseils, hyper pratiques. Par contre, au bout d'un mois, je me suis dit: «Je peux pas être la nana qui a eu un cancer du sein. Je peux pas être que ça sur les réseaux». Ouais. Je suis aussi naturo, je veux aider les gens à ne pas tomber malade.
Et comment on le fait, et c'est comme ça que je suis allée plus dans les conseils bien-être, prenez soin de vous, faire de la vraie prévention, parce que quand je suis tombée aussi malade, moi on m'avait pas dit que l'alcool augmente les risques de 20% pour une femme d'avoir un cancer du sein à partir de 3 verres par semaine. Énorme. On connaît le tabac, on connaît on parle un peu du stress, mais on n'en sait rien pour les perturbateurs endocriniens. On parle pas des habits, le déodorant, on commençait un peu à en parler et encore. Enfin voilà, il y a plein de trucs dont on parlait pas forcément au quotidien, qui non seulement nous impactent nous en tant qu'adultes, et en plus les enfants. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Moi, j'ai ma nièce avec qui je suis très proche, qui est petite. En fait, ça, c'est des personnes qui vont devenir adultes, mais qui, dès la plus jeune enfance, sont déjà impactées par des choses qui peuvent leur causer aussi un cancer plus tard. Et souvent, les personnes qui se sentent fautives, c'est les parents, parce qu'ils se disent « mais comment j'aurais pu éviter ça ?» En fait, on ne sait pas, parce qu'on ne nous a pas prévenus. Et moi, j'avais envie de déculpabiliser aussi un peu ces personnes-là en disant en fait, il y a des gestes que vous pouvez mettre en place au quotidien, mais il faut que vous soyez au courant. Et est-ce que vous avez envie de les faire? Après, ça vous regarde. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, je suis là pour vous les donner. Et après, ce qui est important, ce que tu rappelles quand même dans ton livre, et ce que tu as rappelé même au début, là, quand on a commencé à se parler, c'est que c'est des gestes pour prévenir, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de cancer du sein. Enfin, il n'y a rien Exactement. Qui peut... Enfin, et c'est très dur. Je pense que les gens ont parfois du mal à comprendre aussi ça. C'est que la naturopathie, ils disent que ça ne fonctionne pas. Si, mais ce n'est pas parce que tu as eu un cancer du sein et la naturopathie que ça n'a pas fonctionné. Ça va peut-être fonctionner d'une autre manière. Exactement. Et ça, je l'explique dans le livre, parce que même si je buvais de l'alcool, je pense que c'était vraiment mon seul travers de boire de l'alcool. Mais au-delà de ça, je fumais pas. J'avais quand même une vie relativement saine. Je mangeais bien. J'étais toujours la nana. Ah, vous n'avez pas entendu, il y a ce nouveau truc à la bave d'escargot qui vient de sortir. Enfin, vraiment, j'étais l'amie comme ça. Moi déjà, tu vois, donc j'étais quand même assez bien, et je suis celle qui suis tombée malade, et ça a été vraiment la surprise, on va dire, dans mon groupe d'amis, de putain, c'est fou, Cynthia est tombée malade. Donc déjà, toi, t'as un peu les boules, parce que tu dis putain, sur tous les potes que tu vois qui s'enfilent des trucs, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, c'était toi qui tombes malade, tu vois. Et t'as pas ressenti une injustice? Exactement. Donc dans mon premier livre, Le guide du cancer du sein, j'en parle en disant voilà, il y a cette injustice que vous pouvez ressentir. En revanche, le fait d'avoir pris soin de moi, le fait de connaître à peu près mon corps, de savoir, je mangeais déjà de l'ail au miel et tout ça, tu vois, je faisais les trucs. Le fait de faire ça, mine de rien, ça a renforcé mon système immunitaire. Ça se trouve, parce que je m'auto-palpais déjà, donc j'ai trouvé mon cancer du sein moi-même assez rapidement, mais ça se trouve, mon cancer, il se serait propagé beaucoup plus rapidement dans mon corps. Ça se trouve, j'aurais eu des métastases. Ça se trouve, je n'aurais pas rebondi aussi vite que ça par rapport aux chimiothérapies. Comme tu te rappelles, je travaillais toujours. Oui. Moi, j'allais en chimiothérapie. Le docteur et les infirmières, elles me disaient « Ah, dis donc, on dirait que pour vous, c'est le Club Med, la chimio. » Non. Ouais, je sais pas si j'irais jusque-là. C'est pas le Club Med, je vous confirme que j'en ai chié. Mais en revanche, j'étais pas trop fatiguée, sauf quand je tirais trop sur la corde, mais j'étais pas trop fatiguée. Si je disais pas que j'étais malade, on pouvait pas savoir que j'étais malade. J'allais déjà travailler avec des foulards et tout sur la tête, donc si je les mettais tout le temps et que j'annonçais à personne que j'étais malade, personne pouvait savoir. Et ça m'a aidé à vraiment m'en remettre, et ça, j'en suis sûre et certaine, plus vite que si j'étais rentrée dans la maladie avec un corps qui était déjà approximatif, on va dire. Et ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Donc oui, il y a cette injustice, mais je pense que le fait d'avoir accompagné mon corps, ou en tout cas d'avoir pris soin de mon corps un peu avant, fait que j'ai pu m'en remettre. Là, je suis 9 ans post-cancer, donc voilà. Ça passe très très vite d'ailleurs, mais je suis 9 ans post-cancer. Ça va bien, j'ai pas eu de séquelles plus que ça. Alors oui, j'ai eu un sein qui a été retiré. Ça fait partie de mon parcours de soins, c'est la vie. Mais je veux dire, je suis encore ici aujourd'hui, et j'ai été avec des nanas qui avaient mon âge. On avait à peu près la même situation dans notre cancer, le même stade, mais c'est des personnes qui ont beaucoup plus mal vécu les traitements, peut-être parce qu'aussi elles faisaient moins attention que moi avant. On ne saura pas, mais en tout cas, moi, je mets vraiment un point d'honneur à dire que la prévention et à prendre soin de soi avant, c'est hyper, hyper important. Et parce que notre corps se bat, en fait, pour nous avant qu'on s'aperçoive qu'on est même malade. Même les docteurs ne me disaient pas, mais vous étiez pas fatigué. Moi, j'avais, mis à part la grosseur que j'ai sentie sous les selles, j'avais zéro symptôme. Je n'avais rien du tout, alors qu'eux, ils me disent que j'aurais dû être essoufflée, fatiguée, machin, je fais du sport. Enfin, tout allait bien. Donc vraiment, notre corps travaille pour nous, et c'est ça le but. Donc mieux on en prend soin avant, même si il n'y a rien qui dit qu'on
Non, on mais va bien pas sûr. tomber malade. Mieux c'est pour tout le monde, quoi. Puis je pense que mentalement aussi, c'est quand même de te dire que tu as tout fait, entre guillemets, pour aller bien et pour prendre soin de toi. Je pense que, enfin, mine de rien, ça te donne de la force parce que je pense que le mental aussi, Mmh. ça joue aussi sur la fatigue, sur comment on se sent. Et si tu sens que tu prends soin de toi, que tu fais tout ce que tu peux, tu le vis quand même Oui, mieux, quoi. tu le vis mieux. Tu le vis mieux. Après, ça dépend des personnalités. J'ai envie de dire, ça dépend des personnalités de tout le monde. Moi, comme je te dis, voilà, je vais de l'avant. De toute façon, j'ai le cancer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas pleurer pendant 10 ans. J'ai le cancer. Ok, c'est un fait. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je suis Ouais. fatiguée. Bon, allez, je vais aller marcher 5 minutes et je reviens à la maison. Tout le monde n'est pas comme ça. Et ça, c'est un fait. Même si j'ai cette personnalité, j'en reviens à ce que je disais sur les tontines et sur la communauté. Ceux qui sauvent et ceux qui aident le plus quand on est malade, c'est son entourage. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas. C'est son entourage. Tu veux pas faire la vaisselle, le ménage, tes papiers administratifs, la cuisine, il faut avoir un entourage parce qu'on est fatigué. Donc il n'y a pas Et que tu oses le demander mental. Hein? T'oses demander? Alors moi, je suis pas quelqu'un qui Mais demande c'est non ça, plus. parce qu'à te voir là, je me dis pas, Cynthia, elle va elle va sonner la cloche. Non, mis à part dire oui, est-ce que tu peux m'apporter une cuillère, je vais jamais, non, je vais pas demander, mais j'ai un entourage qui est naturellement invasif, donc qui ne se fait pas prier pour demander et qui est venu. J'avais ma meilleure amie à l'époque qui avait fait tout un groupe WhatsApp avec un tableau de visite, qui allait m'accompagner, qui allait venir ce jour-là, qui allait m'apporter quoi. J'avais ma voisine de palier qui était très sympa, qui me faisait à manger, qui vérifiait. J'ai ma mère qui est venue 2 semaines sans que je lui demande rien pour tout faire pour moi à un point où je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai pris ma valisette et je suis partie. J'ai dit, si tu veux rester, reste. Moi, je pars. Et j'ai pris un hôtel pas loin pendant 2 jours, tu vois. Enfin, tu vois, pour te dire à quel point. Mais donc, j'ai quand même eu de la chance. Mais toutes les personnes dans le premier livre que j'ai interviewé, toutes les personnes qui m'ont dit comment elles sont sorties, c'était l'entourage. C'est l'entourage. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas demander de l'aide, mais je dis franchement, demandez de l'aide. Et si vous ne voulez pas demander de l'aide à votre famille, il y a des assistantes sociales à l'hôpital. Il y a des personnes, des groupes auxquels vous pouvez parler. C'est super important. On dit l'entourage, c'est 50% du combat, en fait. Et c'est la vérité, parce que si on se dit pourquoi on se bat, il n'y a personne autour de nous, c'est foutu, quoi. Donc, ouais, c'est très important. Et donc toi, tu te lances dans la naturopathie, sachant que le cancer du sein, on ne soigne pas avec la naturopathie. Et tu en parles aussi dans ton livre, tu écris qu'il y a beaucoup quand même, il faut se rappeler que la naturopathie, c'est une médecine qui est complémentaire, qu'on fait en plus. Ça n'enlève pas la médecine allopathique. Exactement. Et qu'il y a parfois des amalgames, j'imagine. Oui, il y a des amalgames. J'ai même des gens d'ailleurs qui m'ont déjà dit mais pourquoi tu parles de médecine naturelle sur tes réseaux, t'es pas crédible, t'as fait de la chimiothérapie. Je dis, ça marche pas comme ça. Ouais. Moi, en tout cas, ma vision des choses, c'est qu'il n'y a pas que la médecine naturelle et il n'y a pas que la médecine allopathique. Pour moi, c'est vraiment les deux qui marchent ensemble, main dans la main. J'ai fait de la chimiothérapie, mais j'ai pas pris les antivomitifs, les antinauséeux, parce que pour moi, mes tisanes, elles pouvaient faire le travail mieux que des médicaments qui allaient engorger mon foie encore plus. Donc c'était vraiment comment je pouvais faire la chimiothérapie, mais en plus m'aider avec des choses qui étaient plus naturelles à côté. J'ai fait la chimio, mais j'ai jeûné. Je recommande à personne de jeûner si vous n'avez jamais jeûné. Hein. Je parle encore une fois de mon cas. Je jeûnais avant de tomber malade. Je savais comment on faisait, mais pour moi, c'était vraiment comment je peux mutualiser the best of both worlds en me reposant sur la médecine allopathique et en sachant que la médecine naturelle allait être là. J'étais aussi accompagnée par une praticienne en médecine naturelle chinoise, médecine traditionnelle chinoise, spécialisée en oncologie. Donc voilà, il y avait tout ce qui était champignons adaptogènes et tout ça, auquel je ne connaissais rien au moment de ma maladie, qui m'a fait découvrir un monde vraiment incroyable de tout ce qui était champignons, hyper naturel, qui marche pour certains encore mieux que la chimiothérapie. Ça, c'est un sujet pour un autre jour. Mais je ne suis pas la gourou. Si vous voulez une gourou qui va vous parler de 100% naturel, ce n'est pas moi du tout. Parce que aussi, ça dépend de certains cas. Moi, j'étais jeune. Le cancer pouvait se propager très, très vite. On arrive devant les médecins. Bon, des fois, on ne va pas faire la fine bouche. On ne va pas dire « Ok, je vais aller boire mes tisanes. » Et voilà. Moi, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et je crois fermement qu'aujourd'hui, on peut vraiment booster les deux en même temps sans se dire c'est l'un ou l'autre. Et je pense aussi, d'expérience en tout cas, la France, c'est vraiment pour moi un cas particulier. Pourquoi ? Alors, vraiment, la France,
Mais vraiment, hein, même moi, quand j'ai fait mes Je sais études... pas ce que tu vas dire, mais je me mets déjà Non, à rire parce que quand tu parles à ton ton. Mes études en naturo, j'ai pas voulu les faire en France Mhm. parce que la naturopathie n'est pas un métier réglementé en France. Mm. C'est pas un métier qui est pris au sérieux. Et quand je suis rentrée en France, Attends, parce qu'en Hollande, c'est réglementé la en naturopathie. Hollande, c'est réglementé. Au Canada, c'est réglementé. Dans tous les pays nordiques, c'est réglementé. En Suisse, c'est réglementé. Il n'y a qu'en France que la naturopathie n'est pas réglementée et elle a même été retirée de Doctolib. L'année où je suis rentrée en France, la naturopathie a été retirée de Doctolib. C'est un métier qui est très controversé parce qu'il y a aussi eu des personnes qui étaient les visages, on va dire, de la naturopathie, qui ont eu des propos très controversés et parfois dangereux. Je peux le comprendre, mais du coup, ça a créé en fait une vraie séparation entre médecine allopathique et médecine naturelle. Ça a été vraiment au détriment en fait de la médecine naturelle et même de la médecine Oui, bien allopathique au final, parce que on a vu pendant le Covid qu'il y a énormément de gens qui ont perdu confiance aujourd'hui dans la médecine allopathique. Donc comment on fait pour rattraper ces gens-là qui sont partis vers la médecine naturelle? En fait, c'est pas l'un contre l'autre, et ça c'est un schéma très très français. Alors que quand on part en Hollande où j'ai habité, ou quand on part, j'habite même en Angleterre, la naturopathie est un métier aussi réglementé où tu peux même faire des doctorats en naturopathie, au même titre qu'au Canada, au même titre qu'aux États-Unis. C'est vraiment, on est docteur intégratif, où on a ce côté et naturel et allopathique. En France, c'est l'un ou l'autre. Je pense qu'il y a aussi le poids des lobbies pharmaceutiques qui se cachent bien derrière et qui poussent aussi le truc. Mais je trouve que c'est dommage en fait d'avoir cette disparité là entre les deux qui fait que c'est l'un contre l'autre, alors qu'en fait ça pourrait être les deux ensemble. Et j'ai de la chance, mis à part ces quelques personnes, je crois que c'était une personne qui m'avait fait cette remarque autour pourquoi tu parles de naturel alors que tu as fait de la chimio. J'ai quand même une communauté de gens qui ont compris ça. J'ai pas mal de docteurs, d'infirmiers, de personnes du milieu médical qui me suivent aussi, qui soutiennent les propos, parce que moi, j'ai pas une prise de parole qui est stricte sur je suis contre la médecine allopathique et je suis pour le Mais naturel. non, tu donnes des conseils. Je T'as donne jamais des conseils, dit. Voilà. exactement. Et vraiment, pour moi, oui, j'ai fait des études de naturo, mais dans mon cursus, donc c'était vraiment c'était une école au Canada, le cursus naturo que j'ai suivi, 70%, c'est le livre de médecine des écoles de médecine du Canada. C'est 70% du cursus naturo. 30%, c'est la médecine naturelle. Donc, pour te dire à quel point, en fait, et c'est pour ça que je voulais pas faire une école en France, parce que des recherches que j'avais faites, et j'ai une vidéo YouTube à ce sujet, mais des recherches que j'avais faites, c'était trop justement dans le on est contre la médecine allopathique. Moi, c'est pas mon truc, parce qu'à la fin, les tisanes, les plantes, les médecins d'aujourd'hui sont tirés des plantes. Donc les plantes marchent, mais on a besoin de savoir comment marche le corps avant d'utiliser des choses qu'on ne connaît pas. Beaucoup de plantes qui marchent sont interdites, par exemple, pendant la grossesse et l'allaitement, parce qu'elles peuvent avoir un effet tellement puissant sur le corps qu'elles peuvent donner des contractions de l'utérus, qui peuvent faire des fausses couches, des choses comme ça. Ça va aller sur des enfants qui ne sont pas encore développés quand on allaite. Donc voilà, il y a vraiment une médecine derrière la médecine naturelle. Donc, c'est pas l'un contre l'autre. Pour moi, c'est vraiment les deux ensemble. Et c'est cette fine ligne là en France qu'on n'arrive pas encore à dépasser, quoi. Et puis ce que tu disais aussi au début, c'est que c'est surtout préventif. La médecine naturelle, c'est là avant d'être malade. Et c'est ça le problème. Parce que souvent en France, j'ai quand même l'impression qu'on arrive chez le naturopathe comme dernier recours parce qu'il n'y a rien d'autre qui a fonctionné. Et là, on arrive, on dit alors donnez-moi des plantes. Mais t'es là, mais en fait, les plantes, il fallait les prendre avant. Exactement. Ouais. Et c'est là en plus où je me dis, c'est encore plus bête, j'ai envie de dire, dans l'état du système médical dans lequel on est en France aujourd'hui, où clairement les docteurs, ils n'ont que 5 à 10 minutes à attribuer à chaque patient. Mais en fait, éduquez-les à dire, mais pourquoi ne travaillons-nous pas avec des naturopathes qui, eux, c'est 1h30 de consultation en préventif, en fait, limite, c'est se dire étape 1, naturopathie, prévention, éducation, parce que c'est ça, la naturopathie, c'est l'éducation à la santé préventive. Donc, on a ce pan-là, et après, c'est la médecine allopathique si et quand on tombe malade. Comment on fait quand on est hyperactif, qu'on habite à Paris ou ailleurs d'ailleurs, mais qu'on a une vie bien remplie, pour se dire, tiens, si je faisais tous mes savons toute seule, et puis après, si je me faisais un petit jus de gingembre tous les matins... Je suis sûre que c'est très bien, mais... C'est très bien, mais tout le monde ne peut pas
non. tout faire. Déjà, il faut s'enlever l'idée de la tête qu'on peut tout faire. C'est pas possible. Même si on habite à la campagne, il n'y a pas besoin d'habiter à Paris pour Non. vouloir tout faire. Hein. Même quand on habite à la campagne, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Moi, je dis toujours, il faut identifier quelles sont les 3 choses les plus indispensables pour soi. Donc moi, c'est vraiment le truc, je parle de moi dans mon compte, sur mon compte, parce que voilà, c'est moi, c'est ma vie. Après, je donne des conseils où j'ai pas forcément ces pathologies-là ou ces problèmes-là, mais il faut identifier pour soi quelles sont les 3 choses qui sont le plus importantes pour mon bien-être aujourd'hui. Et on ne peut pas tout faire. Moi, je dis toujours, mettez une chose en place par mois. Vraiment par mois, pas par semaine. Une chose en place par mois que je vais au moins faire une fois par semaine ou tous les jours si ça prend pas plus de 5-10 minutes. Parce qu'à la fin de l'année, une chose par mois, c'est quand même 12 nouvelles choses qu'on ne faisait pas au début de l'année. C'est quand même beaucoup. On s'en rend pas compte. Une chose par semaine, c'est 52 trucs. 54, on le fera pas. Donc, c'est identifier les 3 choses. Donc, moi, par exemple, dans le livre, je dis, j'ai eu un cancer du sein, j'ai pas envie de faire une rechute. Tout bêtement. Qu'est-ce que je peux faire ? Tous les jours, en fait, je vais prendre mes plantes adaptogènes, mes champignons adaptogènes. Ça fait partie de mon quotidien. Je fais de l'anémie, j'ai besoin de faire dans mon alimentation tous les jours au quotidien. Indispensable. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tous les jours manger du persil, de la roquette, du moringa, indispensable dans mon alimentation. Et je souffre de dépression. Je sais que voilà, si je me réveille et que je me mets sur mon téléphone tous les jours dès le matin, ça marche pas pour moi en fait. Ça a complètement tué mon rythme circadien. Je vais avoir plus d'anxiété sur la journée, je vais être moins productive. Je touche pas à mon téléphone dès que je me réveille en fait. Je n'y touche pas et je vais me mettre au soleil ou je vais méditer ou je vais faire mon yoga. Voilà, c'est tout. C'est mes 3 choses indispensables, mais c'est mes piliers de vie, c'est-à-dire que j'ai pas envie de retomber malade, j'ai pas envie d'être faible avec mon anémie, j'ai pas envie d'avoir de la dépression. C'est juste ces 3 petits trucs-là, donc vraiment questionnez-vous sur qu'est-ce qui est important pour vous. Après, de manière générale, si on dit, moi j'ai envie j'ai pas de problème particulier, j'ai envie juste d'une hygiène de vie saine. Moi je dis toujours, en fait, commencez sur ce qui rentre d'abord dans votre corps. Donc ça va être l'alimentation. Donc qu'est-ce qui va être important pour vous dans l'alimentation ? Après, ce qui va sur votre peau. Donc ça va être le savon, les habits, voilà, commencez à faire attention à votre maquillage, les choses comme ça. Donc encore une fois, choisissez pas tout, choisissez une chose. Donc si c'est chose à la fois, oui. Une chose à la fois. Donc si c'est le savon, commencez à apprendre à faire du savon, mais ne faites que ça. Ne vous dites pas que vous allez commencer à faire votre propre maquillage, votre propre crème pour le corps, votre propre savon tout en même temps. Non, faites que le savon. Donc une seule chose, donc je dis n'importe quoi, si vous avez des enfants et que vous vous dites je veux vraiment changer la lessive par exemple parce que ma petite a de l'eczéma ou des choses comme ça, concentrez-vous sur quels sont les ingrédients que je ne dois pas avoir dans une lessive pour que je me dise ça c'est une lessive saine. Si vous avez envie de faire votre lessive toute seule, faites-la, ou tout seul, faites-la. Personnellement, moi, c'est pas le temps que j'ai envie de passer dessus, mais en tout cas, me questionner sur quelles sont les lessives saines qu'il y a, et puis passer peut-être 1 ou 2 semaines à chercher les bonnes lessives, et à la fin, ça va être juste un truc qui va être tellement un réflexe en fait d'acheter cette lessive qu'on se posera même plus la question, mais juste passer ce début-là et se questionner. Et à la fin, c'est faire attention à l'air qu'on respire, parce que l'air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur, donc l'air de la maison. Donc ça veut dire peut-être commencer à, si on met beaucoup de bougies, ne plus brûler des bougies. Si on tient absolument à en brûler, le faire avec la fenêtre ouverte, le faire soit très tôt le matin, soit juste en rentrant du travail, en ouvrant la fenêtre. Si on a tendance à utiliser tout ce qui va être fébreze, désodorisant maison, ça on n'en utilise plus du tout, parce que ça c'est hyper toxique. Et si on dit qu'est-ce que je peux faire, j'ai un tout petit espace et tout ça, acheter des plantes d'intérieur. Donc il y a 2-3 plantes d'intérieur qui sont connues pour détoxifier. Donc voilà, pour moi c'est les 3 choses auxquelles il faut faire hyper attention. Dès le début. Dit comme ça, je trouve que ça a l'air beaucoup plus atteignable déjà, et c'est ça qui est important, parce que c'est vrai que souvent on fait une montagne. Moi je sais que je suis la première à vouloir tout bien faire, un peu perfectionniste, tu vois, à vouloir tout lire, tout faire et tout. Et après je me retrouve avec une montagne d'informations et au final tu fais rien. Exactement. Moi je dis toujours, il y a un truc qui est trop bien, qui est gratuit, qui s'appelle l'introspection, qu'on prend pas assez de temps de faire pour se vraiment poser la question, qu'est-ce que je veux pour moi ? Ouais. Et arrêter de se comparer aux autres. C'est vraiment ça en fait, parce qu'on va se dire moi j'ai besoin du truc on n'a pas. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et moi j'ai envie de dire aussi, oser être débutant. Exactement. Parce que
oui, on se compare, mais ça va dans la même lignée. Mais en fait, moi aussi, la première, tu vois, je me dis non, moi, je sais pas faire ça et tout. Non, mais personne savait faire ça. En fait, toi, tu savais pas faire. Enfin, peut-être que ça, tu savais faire parce que tu as grandi avec, mais la personne qui a pas grandi avec ce type de pratique, en fait, elle va pas savoir et c'est normal. Exactement. Et un bon exemple sur ça, c'est la nourriture. Ouais. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages en disant mais moi, je sais pas cuisiner, je connais pas la moitié des épices que tu utilises. Et quand j'avais posé la question pourquoi vous utilisez pas beaucoup d'épices, plein de gens m'ont dit parce que je connais pas, parce que j'ai pas grandi avec. Et je leur demande pourquoi vous le faites pas. Ils me disent que j'ai peur que ce soit pas bon. Je leur dis mais moi tous mes plats n'étaient pas bons en fait la première fois. Il y a des trucs franchement je les mange. C'est parce que j'ai pas envie de jeter, mais c'était pas bon. Mais la prochaine fois je le refais et je sais que là j'avais mis trop, j'avais pas mis assez. Et en fait faut essayer. Et je dis pareil pour la nourriture, c'est comme faire une fois par mois. Je dis prenez un plat, essayez d'apprendre 3 plats. Un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner dans le mois et un truc que vous allez refaire le plus souvent. Moi, mon plat, le truc auquel je reviens le plus souvent, c'est ma shakshuka. La shakshuka, je savais pas la faire pendant Covid. J'ai appris à la faire. Franchement, je pense que je l'ai fait 50 fois avant de vraiment me dire, pour moi, la shakshuka que j'aime bien, c'est exactement cette recette. Et maintenant, c'est ma recette. Et c'est un plat que quand j'ai rien à manger, en fait, je sais que j'ai tout à la maison et je peux le faire tout de suite très vite. Mais j'ai appris à la faire et il y a des moments c'était trop liquide, il y a des moments c'était trop tomateux, acide, bizarre. Il y a des moments c'était juste pas bon, mais en fait on apprend, on la refait. Mais de nouveau, en fait, il faut juste simplement chacun se construire notre boîte à outils à nous. En fait, j'adore cette image, moi, de la boîte à outils. Parce que dans les moments, justement, où on n'a pas le temps, où on est stressé, c'est dans ces moments-là où on a le plus besoin d'avoir, justement, pas des remèdes, mais des choses dans lesquelles on peut aller piocher. Exactement. Et c'est dans ces moments-là qu'on n'a pas le temps d'aller chercher. Donc, en fait, il faut chercher en amont, il faut se créer cette boîte à outils petit à petit. Il n'y a pas mort d'homme. La vie est longue. Il faut, voilà. Non, mais moi, c'est pour moi que je dis ça. Hein. Thérapie, là. C'est très bien. Non, mais parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut faire maintenant. Mais non, pas maintenant. C'est pas seulement des conseils où on se dit waouh, trop forte Cynthia. C'est des conseils où on se dit en fait, c'est vrai. Je pourrais faire ça, quoi. C'est vrai. Et je vais plug d'ailleurs mon livre parce que mes rituels naturaux, c'est le numéro 1 best-seller des livres bien-être de l'année 2024. Donc je suis hyper contente de ça. Franchement, mérité. Franchement, mérité. Beaucoup. Et vraiment. j'ai de très bons retours, justement, comme tu dis, de choses qui sont atteignables, qu'on peut faire. J'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont commencé à changer leur habitude pour eux, leur mari, leurs enfants, qui ont commencé à mettre des petites choses en place. Donc vraiment, c'est ce que je dis, hein, c'est petit à petit, on ne peut pas tout faire, mais on se pose la question de qu'est-ce qui marche pour moi et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place pour moi. Et puis après, dans 10 ans, on sera ailleurs, quoi. Mais je suis très, très contente d'avoir écrit ce livre et il a été bien reçu. Ouais. Trop bien. Je mettrai en description, dans tous les cas, le livre. Merci. Et puis, il y a ta marque aussi, Maison K, où tu proposes toutes sortes de tisanes et puis d'autres produits qui sont faciles à intégrer au quotidien. Oui. Pas tous, je pense. Enfin, tu as quand même des trucs un peu plus... J'ai des produits, donc c'est des tisanes médicinales qui sont bio et qui sont produites en France. Donc 70% des produits viennent de France, d'autres d'ailleurs, mais qui sont toujours bio. Et c'est des tisanes qui sont vraiment pour des pathologies spécifiques. Donc j'ai des tisanes qui sont pour les problèmes de la femme, avec tout ce qui va être cycle irrégulier, règles douloureuses, endométriose, tout ça, règles très abondantes. Il y aura des tisanes qui sont spécifiques. Donc ça, c'est peut-être pas des tisanes du quotidien. Par exemple, si tu as des règles abondantes, tu vas prendre la tisane que sur une semaine, mais tu vas voir que tes règles, quand elles vont arriver, elles vont être très réduites, le flux va être très réduit par rapport au cycle d'avant. Tu as des tisanes du quotidien, comme une qui s'appelle Daily Detox, par exemple, qui est une tisane que tu peux prendre au quotidien, qui est une détox douce du quotidien, qui va aider à ton foie à éliminer, tes reins à éliminer. Et c'est une marque que j'ai lancée il y a 3 mois, et pareil, qui a été très bien reçue, et pour laquelle j'ai des problèmes de stock, du coup, parce que comme je travaille avec des producteurs bio en France, je travaille aussi, je suis très à cheval sur tout ce qui est saisonnalité pour avoir un produit de très très haute qualité. Du coup, je dépends du temps, des cueillettes, voilà. Et du coup, j'avais pas prévu qu'il y ait autant de gens qui la prennent, parce que je crois jamais que les trucs que je fais vont marcher. Ça, c'est mon problème. Faut arrêter ça, faut arrêter. Ça, c'est mon problème avec moi. Mais du coup, là, je chasse un peu à chaque fois. Putain, il faut que je réassort, je fasse du réassort. Et je suis contente, ça marche très bien. Et notamment pour les tisanes aussi des cycles féminins, où voilà, j'ai des personnes qui ont déjà donné plein d'avis, qui m'ont dit j'avais pas eu mes règles pendant 2-3 ans. Et là, elles sont revenues au bout de 2 mois. Je fais de l'endométriose, j'ai toujours eu des douleurs. Et j'ai une tisane qui s'appelle Bye Bye Cramp, qui est vraiment pour les règles très douloureuses. Et elle n'a pas eu de douleurs
ce cycle-là. Donc pour moi, c'est vraiment des retours qui sont hyper encourageants et je développe d'autres produits qui arrivent bientôt. Donc c'est hyper je suis inspirant. contente. Ouais, je me suis lancée dans cette aventure d'entrepreneuriat sans trop savoir. J'avoue, c'est un Je autre... pense qu'il faut. Il faut, parce que si il tu faut. sais, tu te lances pas. Hein. Oui, oui, voilà. Tu sais quoi, je me suis fait la réflexion pendant les vacances. Là, je me suis dit, si j'avais su que c'était comme ça, je l'aurais pas fait ce truc-là. Ouais, Parce ben que voilà, tu vois. vraiment, et c'est la passion du coup qui me fait ce truc-là que je te dis, d'aider les gens et d'avoir envie d'apporter des solutions. Où je me dis, je sais que ça marche, mais quand même, l'entrepreneuriat en France, c'est dur. Ouais, c'est dur, mais C'est dur. c'est gratifiant et puis c'est Ouais, inspirant et puis Ouais. t'apportes plein de choses. Mm. Écoute, j'ai l'impression que ça fait quand même très longtemps qu'on parle. Là, Oui. on a déjà abordé plein de On peut sujets. parler encore, mais bon. On peut parler encore très longtemps. Franchement, il y a encore plein de questions que j'aurais envie de te poser. Je sais pas si toi, il y a une question à laquelle tu aurais vraiment eu envie de répondre. Non, une question qu'on me demande, qu'on me pose peut-être, et que je sais qu'il y a des gens qui arrivent sur mon compte et puis ils voient jamais de viande, tu vois. Ils Ouais. disent, mais je comprends pas, il n'y a jamais de viande dans tes plats, t'es vegan, t'es machin. Ouais. Et donc, je pense que la question que j'aurais aimé que tu me poses, c'est est-ce que t'es vegan, Est-ce que t'es Cynthia végane, Cynthia? Alors, je dis, et j'ai une vidéo sur YouTube qui l'explique, je dis, je ne suis pas vegan, je suis plant-based. Ok. Donc, moi, je ne mange pas de viande pour la santé, même si j'adore les animaux. Hein, les animaux, c'est ma deuxième raison. Mais je suis plutôt végétalienne dans l'esprit, où c'est plutôt pour la santé. Donc, je consomme du miel, par contre, de temps en temps. Tu vois, donc, je ne peux pas rentrer dans la catégorie des végans, parce que ça, ce serait hors de question. Mais je ne consomme pas de viande, parce qu'aujourd'hui, je sais comment avoir une alimentation variée, équilibrée, sans avoir besoin de rajouter de la viande. Mais parce que en termes de santé, je sais comment ça marche et j'en parle pas forcément sur mes réseaux parce que c'est pas une alimentation que je recommande à tout le monde, en fait, parce que il y a un apprentissage derrière. C'est vrai que si on sait pas cuisiner, par exemple, ou si on mangeait de la viande tous les jours et qu'on se dit on va devenir vegan, ou en tout cas manger moins de viande avec des pâtes et de la sauce tomate, ça marche pas. Il faut vraiment avoir une compréhension, il faut savoir équilibrer ses plats, et c'est un truc qui prend du temps, et même moi ça m'a pris 4-5 ans avant vraiment de bien comprendre et de faire toutes les étapes. C'est pour ça que j'en parle pas beaucoup, et parce que c'est aussi un truc un peu polarisant et tout sur les réseaux. Moi, j'ai pas envie que les gens s'arrêtent sur ça, mais non, je mange pas de viande et je suis plant-based. Et je dis toujours que quand j'aurai des poules un jour, je sais que j'aurai mes propres poules et que j'aurai mes œufs. Voilà. Ok, c'est un beau but dans la vie, d'avoir ses poules. Exactement. Donc encore pour dire que c'est vraiment ce qui marche pour soi. Merci pour ça. Ça peut faire l'objet d'un nouvel épisode un jour, si jamais ça intéresse, de comment faire pour être en bonne santé et plant-based, même si de nouveau ça dépend de chacun, mais j'imagine qu'il y a quand même des gros piliers à suivre, qui fonctionnent pour la majorité. Cynthia, on peut te retrouver donc sur Instagram, on en a parlé, YouTube parfois. J'ai ma chaîne YouTube un peu. Voilà, il y a plein de vidéos, j'imagine, qu'on peut aller voir. Ouais. La Maison K, ta marque, tes 2 livres sur le cancer et puis naturopathie. Exactement, et j'ai ma newsletter aussi toutes les 2 semaines. Exactement. Waouh, tu t'arrêtes jamais. Ouais, il va falloir que ça arrête un bout d'un moment parce que un peu fatiguée, tu vois. Là, je fais 2025, je pense que ça va être mon année un peu d'introspection, juste en me disant j'ai fait ça ces 3 dernières années grâce au réseau, qu'est-ce que je veux faire ces 3 prochaines. Voilà. Merci beaucoup merci en tout cas pour ton temps. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour que d'autres personnes puissent aussi en profiter et nous trouver. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.